je suis la vice-présidente de la commission Fashion ERP du club utilisateur Cégide, dont nos sociétés sont adhérentes. Et je vous souhaite la bienvenue donc, au premier d'une dizaine de rendez-vous qui vont avoir lieu chaque jeudi de 16 h à 17 h jusqu'au début 2021. Et aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, je suis ravie que Laurent Raoul, qui est professeur en supply chain et système d'information à l'Institut français de la mode, ait accepté de nous consacrer de son temps. Donc Laurent, merci beaucoup. Laurent va nous partager sa vision des changements d'habitudes opérationnelles des marques et distributeurs de mode et les impacts de ces changements sur les systèmes d'information. J'espère que vous allez passer un bon moment. Laurent, c'est à toi. Merci. Peut-être pour compléter la présentation que faisait Hélène, effectivement, je dirige depuis 20 ans les activités, les enseignements de supply chain et systèmes d'information. Alors tout de suite, je le précise, de back-office. Je suis un homme du digital, mais pas du front digital, pas de l'Internet, pas du e-commerce en tant que science qui connecte aux consommateurs, mais de tous les systèmes de l'amont et du back-office. Et c'est ce dont on va parler. Et en parallèle également, j'ai une activité, je dirige un cabinet de conseil spécialisé en supply chain et système d'information marchandises, donc je suis assez monomaniaque. Et ce dont je voudrais témoigner, suite à la demande de Cégide et de Philippe Moravet, qui me disait, bon, ce serait intéressant d'avoir un point de vue projeté sur qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui va se passer. C'est appuyé, bien entendu, tous les travaux qu'on mène à l'IFM de recherche, d'analyse, d'études sur les pratiques supply chain et systèmes d'information back-office, mais c'est aussi alimenté des dossiers d'accompagnement qu'on a vis-à-vis des marques. Et je le précise, je suis un homme de mode et purement depuis 35 ans. J'ai commencé ma carrière en 85 dans ce secteur. Je suis un dinosaure de la supply chain amont et c'est un dinosaure qui va témoigner, alimenté, bien entendu, de dossiers et de demandes très récentes. Et c'est un peu le témoignage que je voudrais vous livrer, parce qu'on a vu un changement d'orientation, en tout cas une réorientation. C'est de ça dont je voudrais témoigner. Et pour commencer, d'abord, avant de rentrer dans les détails, il y avait déjà des signes avant-coureurs. Il faut savoir que dans le cabinet, moi, j'ai vécu 35 ans dans le textile, dans la production. Donc vous imaginez bien que des sites qui ont fermé, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu la désindustrialisation, la détechnicisation, si on pouvait faire un néologisme, qu'elle soit dans le textile ou l'habillement, pendant pas mal de dizaines d'années. Et puis, depuis 2 ans, on était très sollicité sur des problématiques de manufacturing, au point qu'on a recréé l'année dernière, en 2019, avant le Covid, donc un département manufacturing, et j'ai recruté un consultant spécialisé, un senior très, très manufacturing, italien d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'était un premier signe. Ce sur quoi on va s'appuyer, évidemment, vous avez eu le mail d'introduction et de rappel tout à l'heure de Florence. C'est bien sûr lié à des problématiques de changement des consommateurs. Tout est à l'aune quand même du marché et de celui qui, in fine, va payer la note. Ce qu'on va regarder d'ailleurs, à l'aune de cette transformation qu'on va évoquer, c'est surtout comment les entreprises commencent à s'adapter. C'est-à-dire qu'à travers les dossiers que je vois arriver, à travers les témoignages qu'on a à l'IFM, on voit des réorientations radicales, et ça fait toujours plaisir, puisqu'on n'a pas que des entreprises résignées. Je ne sais pas quelles sont les orientations que vos entreprises prennent, mais en tout cas, on voit une résilience et une réactivité assez forte, et c'est aussi la bonne nouvelle. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est comment les adaptations sont en train de se faire, parce que tout n'est pas fait, hein. Je pense que la route va être très longue, la crise n'est pas terminée. On reprendra probablement d'autres crises, ça devient pratiquement périodique. Tous les 2 ans, on a un subprime, un tremblement de terre, un Fukushima, etc. Et donc, c'est ça le débat de fond aussi, c'est comment on met en place des systèmes d'amont qui s'adaptent à des situations de plus en plus systémiques et ressemblant à des crises. Je voudrais démarrer d'ailleurs là-dessus. Je vais commencer par la fin, en fait. Et c'est un peu la démonstration de ce que je vais vous dire dans ce slide dont je voudrais faire état. Alors évidemment, tout ce que je vous dis est très empreint de la subjectivité de mon activité, de ce que je vois dans le monde industriel depuis plus de 30 ans. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde de mes clients et des entreprises qu'on observe, c'est séparé en deux. Si je caricaturais, alors j'ai toujours des images un petit peu exotiques, je dirais. D'un côté, on a ceux, alors que j'appelle univers fabricant, ça ne veut pas dire tout ce qui est relocalisation, etc., qui sont des débats dont on entend parler. J'y crois, mais modérément. Il y a des mouvements si on n'en est pas encore à une grande relocalisation. En revanche, clairement, il y a des entreprises qui maîtrisent les problématiques du fabricant, de l'origine, de la fabrication, de la matière.
clairement d'un côté, et de l'autre côté, d'autres entreprises qui ont la conviction, qui ont perdu le contrôle de la supply chain amont, qui ont pensé qu'en embauchant un bon élève qui avait fait une bonne école de commerce, de bonnes études à l'IFM, et en négociant bien les prix, on aurait finalement un bon produit à l'arrivée. C'est ce que j'appelle l'univers des négociants et des souks. Et clairement, le monde s'est séparé en deux, et de ce que j'en observe en tout cas, ceux qui sont à droite dans les univers négociants souffrent et vont souffrir probablement beaucoup de ne pas savoir ce qu'il y a dans les produits, de ne pas avoir maîtrisé les chaînes de fabrication, de ne pas comprendre quels sont les leviers pour faire du fast fashion, du circuit court, maîtriser le time to market. Ça, c'est la première conclusion. Et ce que je vais essayer de faire en regardant les phénomènes plus concrètement, hein, puisque je vais faire des choses assez concrètes, hein, on va aller vraiment dans le détail par moment, c'est de vous démontrer en fait cette sensation que j'ai qu'il y a ceux qui comprennent l'univers amont et ceux qui ont du mal à le comprendre et qui vont avoir du mal à remonter le fleuve. Si on regardait en fait 4 tendances majeures, et d'ailleurs nous avons restructuré notre cabinet cette année, là, à l'automne, autour de ces 4 problématiques. On n'était pas du tout organisé comme ça, et on a vu que c'était devenu tellement majeur et tellement flagrant qu'il fallait qu'on s'organise pour déjà répondre à ces 4 problématiques. Et vous voyez un mot qui s'appelle se confirme. En fait, c'est des choses qu'on avait plus ou moins dans les tuyaux depuis 2-3 ans, qu'on voyait arriver, mais moderato cantabile, avec des investissements souvent un peu mous du genou, des problématiques en se disant un jour, ça va se faire, mais bon. En fait, le Covid a été un catalyseur, nous on l'a appelé le catalyseur Covid, et il a fait prendre conscience qu'il y avait des sujets sans intérêt, des sujets extrêmement importants. Alors, je voudrais les lister rapidement, et on va évidemment les zoomer un petit peu. Premier élément, alors je vous l'ai dit, j'aime bien les images un peu fortes, celle-ci m'a beaucoup inspiré, on va en reparler. La désaisonnalisation, ça c'est un mouvement de fond qui va avoir des effets, je pense qu'on en prend pour 5 à 10 ans, de cette saison qui est finalement, si je regarde mon passé de modeux, je dirais, il faut savoir que j'ai commencé bien avant de rentrer dans la mode, dans les cosmétiques chez L'Oréal, et s'il y a vraiment une chose qui opposait les modeux et ce que j'appelle les proctériens, c'est la saisonnalisation, c'est la notion de saison, collection, qui n'existe pas dans les produits proctériens, dans les produits de grande conso. Et cette différence si caractéristique est en train de s'estomper. On va voir comment, et surtout les effets sur les systèmes d'information. Deuxième élément important, Agile Supply Chain. Je pense que vous avez été, j'ai un petit peu regardé les profils des uns et des autres. Vous avez dû souffrir depuis le 16 mars. Le marché a explosé, une zone s'ouvrait, une autre se fermait. Ce qu'on avait lancé en fabrication, il fallait l'arrêter, le redémarrer. On voulait le faire en négoce, il fallait le faire en sous-traitance, etc., etc. Et on a compris qu'un concept important serait l'agilité, c'est-à-dire la capacité à ne pas faire ce qu'on avait dit, mais à le faire bien. Et à changer un petit peu le fusil d'épaule. On sait qu'on est dans un métier où la supply se détermine d'une certaine manière 6 à 12 mois à l'avance par rapport à l'arrivée sur le marché. Et entre 6 et 12 mois, il peut se passer 2 phénomènes, 2 vagues de Covid. Et vous savez ce que ça veut dire, on le sait tous. Ça peut changer complètement l'univers économique et l'univers social. Comment la supply s'adapte à ça, sachant qu'elle est programmée pour travailler avec un peu de recul. Troisième grand phénomène, lui aussi, on le voit arriver. Il ne nous a pas trop impacté, même si les consommateurs sont très, très demandeurs. On souffre moins. J'ai quelques activités dans notre cabinet dans les cosmétiques ou l'alimentaire. Je peux vous dire que c'est une boucherie. Tout ce qui est transparence et RSE, qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? D'où ça vient, etc. Ça va nous tomber dessus, c'est très proche. Il y a plein de signes, on va les regarder. Et comment on s'adapte pour que les systèmes d'information de back-office servent quelque chose dans ce phénomène de ce qu'on appelle de la transparence et du RSE. Et puis, dernier phénomène plus mineur, mais lui va arriver, la virtualisation. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à faire venir les acheteurs dans les showrooms. Puis après, tous les consommateurs achètent sur Internet. Vous avez vu les résultats de l'IFM, 20% de la consommation s'est faite récemment, c'est-à-dire une vente sur 5, si on caricaturait, s'est faite sur Internet. Si les consommateurs savent acheter sur Internet, pourquoi les acheteurs ne le feraient-ils pas? Pourquoi la chaîne du commerce et de la supply ne pourrait pas finalement, sur la base de produits virtualisés, commencer à changer ses pratiques? Et on verra, il y a peu d'effets encore perceptibles, mais il y en a quelques-uns et nous on y travaille puisque ça change un peu le paradigme. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'au cœur de tout ça, ce qui va faire le catalyseur de ces 4 domaines qui se tiennent, vous allez voir qu'en fait ces sujets sont assez connexes, même s'ils sont par principe différents, ils se tiennent quelque part. C'est le digital back-office qui est au cœur de cette transformation, et c'est pour ça que Cegid est un bon lieu, et parler d'Orly est un bon lieu, parce que vous verrez qu'il y a des impacts, et Orly ne sera pas indemne, comme tous les ERP, comme tous les systèmes de manufacturing, ne sera pas indemne des 4 points qu'on va voir dans la configuration, dans la manière de les utiliser, de les insérer dans ce qu'on appelle l'urbanité des systèmes.
puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de systèmes qui tournent à un moment donné dans une entreprise, et ce sera ce digital de back-office. Quand je parle à mes élèves de l'IFM, que je leur parle de digital, souvent, ils pensent que le digital est né avec l'Internet. Non, le digital est né d'abord avec Pascal, la machine de Pascal, donc il y a très longtemps, mais plus concrètement, il est né vraiment dans les années 40 avec IBM, dans les années 80, 70, 80 avec Apple et avec les personal computers et Microsoft. L'Internet n'est qu'une phase de développement et tout ce qu'on va voir, et c'est ça le grand mouvement qui se fait en ce moment, c'est la connexion du digital back et du digital front, et on verra pourquoi et comment. On va commencer par le premier domaine. Donc, vous verrez que sur mes slides, il y a toujours un petit rappel du domaine dans lequel on est. Là, on va parler de désaisonnalisation. Je vous montre un slide un petit peu osé, j'en ai conscience, qui a été présenté il y a 3 ans, que j'ai présenté il y a 3 ans dans notre séminaire annuel de l'IFM qui s'appelle Fashion Reboot. Au mois de novembre, on fait toujours un grand point pour débriefer l'année, les tendances à venir en supply chain. Et j'avais inséré celui-là. Il y avait des signaux faibles. Et je suis très content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment un tiers de l'activité du cabinet. Nous désaisonnalisons. Alors, on verra de quelle manière. Je vais concrétiser un peu ce que ça veut dire. Mais ces signaux qu'on voyait arriver sont absolument manifestes aujourd'hui. Je dirais même que ça explose. Encore hier, j'avais des discussions autour de ça pour des grandes réformes autour des systèmes, des PLM, des systèmes de RP, etc. C'est un moment important où les modeux vont se rapprocher des proctériens et où la saison va changer de paradigme ou en tout cas d'influence. Si on regardait pour l'illustrer, c'est un slide que j'utilise beaucoup avec mes clients en ce moment et mes élèves. Je vous montre le monde de la mode tel qu'on l'a connu ou qu'on le connaît encore très classiquement. Alors, je ne dis pas qu'il est faux, hein, ça reste un des piliers et c'est ce que j'appelle un système en pipeline. On fait une précolle du fall de l'automne, on donne un showroom du fall, on vend la collection, on fait un panneau, nouvelle collection, on fait les soldes, la nouvelle collection arrive, roulez jeunesse, 3 mois après, on repart, on refait une collection l'hiver, on fait le showroom de l'hiver et on fait peut-être un petit défilé d'ailleurs en même temps dans le luxe et dans les... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un concept qui se dégage, on connaît les pré-colles. Est-ce que vous connaissez les post-colles? Vous savez qu'on a épuisé nos designers, nos développeurs, nos producteurs à multiplier le nombre de collections. On revient, il y a tout un tas de débats, vous avez peut-être lu la presse, Gucci, Dries Van Noten, etc. 2 saisons par an, et puis on fera de la post-colle, c'est-à-dire qu'on développe peut-être 500, 800, 1000 modèles coloris. Et on dira après, ça va défiler, ça ira dans un showroom, ça c'est de la précolle, et en fait, ça ne sera pas de la précolle, ce sera de la post-colle quasiment, puisqu'on l'a décidé après. Et on va les allouer à des événements B2B, ça s'appelle des showrooms, ça s'appelle des défilés, ça s'appelle des ventes, en tout cas à des distributeurs. Et puis après, il y a des ventes aux consommateurs qui se passent par derrière. En fait, ce qu'on voit arriver, c'est une sorte d'asynchronisme, là où c'était du 1 pour 1, comme je fais ma collection, je la vends en B2B, je la vends en B2C. Aujourd'hui, il y a des rythmes de production des offres et il y a des rythmes de marché qu'on appelle dans le cabinet, alors les consultants aiment bien les anglicismes, des market events, des événements de marché B2B ou B2C. Et ce qu'il y a d'important, c'est ce qui va apparaître, c'est ça, l'assortiment. C'est-à-dire que là où on avait du 1 pour 1, maintenant il y a des fils dans tous les sens. On fait des pop-up stores, on a des red carpets, on fait des drops, on fait des groupes 1, des groupes 2, des groupes 3. Enfin, vous les connaissez, je pense que vous les subissez d'ailleurs depuis des années. Ça s'est plutôt accéléré ces dernières années. On a des permanents, on a des reconduits, on a des saisonniers. Vaste sujet. Et les cycles de vie viennent évidemment se croiser dans cette affaire, on va en reparler. Et maintenant, la vérité se trouve où? Elle se trouve dans les fils du milieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus du 1 pour 1, on a des liens très complexes. Et ici, ces événements sont datés. Ils ont des dates parce qu'on peut décaler l'ouverture d'un pop-up store par rapport, il peut être avant le reste, avant la distribution en retail pour faire une exclue ou une ouverture sur Internet avant le reste. On peut faire venir des consommateurs. En plus, cette frontière qui est ici entre le B2B et le B2C est complètement en train de s'effacer. Les ventes à des clients, ce qu'on appelle les ventes VIC ou VIP, les previews, le pre-tail, vous connaissez le retail, maintenant on parle du pre-tail, qui consiste à faire venir des clients plus dans les showrooms. Ce n'est pas du Sina by Now, on les fait venir, ils prennent des commandes et 3 mois après, ils sont livrés comme les autres, comme les distributeurs. C'est un commerce très particulier. Donc ça, c'est le premier effet qui a cassé ce pipeline et ce côté univoque de comme je fais mes offres, je les vends et je les distribue. Aujourd'hui, on est sur ce type de rythme. Et donc, les saisons ne s'appellent plus finalement. Alors là, j'ai mis S1, S2, vous diriez saison 1, saison 2. Moi, je dirais plutôt semestre 1, semestre 2. On rentre dans des effets de saison plutôt temporalisés que saisonnalisés.
Alors, très concrètement, désolé de retomber sur terre, mais je voulais que cette intervention, et je pense que Philippe et Hélène seront d'accord pour qu'on en fasse des choses concrètes. Où sont les symptômes? Et je suis certain que vous les vivez en ce moment si vous ne les avez déjà pas vécus. Premier élément, déclassement de la saison en attributs secondaires. Alors, Orly est un mauvais exemple ou un mauvais bon exemple. Vous savez que quand on rentre dans Orly, comme dans beaucoup de systèmes très fashion, ça pourrait être vrai de Stealth, ça pourrait être vrai de SAP AFS, etc., on rentre par la saison. Et on dit, je rentre dans ma saison et après, je vois mes produits de ma saison. Bah, alors, on peut aussi, et qui ne l'a pas fait, j'ai vu qu'il y avait des intervenants de Lacoste, de Chanel, j'imagine que vous avez des produits permanents, bah, on crée la saison permanente. Et alors, c'est une espèce d'oxymore. Créer une saison permanente, ça veut dire créer une saison qui n'en est pas une, finalement. C'est bien la preuve que la saison n'existe pas, en tout cas sur les permanents. Et donc, le premier effet, c'est ce qu'on appelle le déclassement. Là où c'était une clé d'entrée dans la marchandise, ça devient un attribut du produit. On dit, parce que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je ne me fais pas d'illusions. On ne raye pas 50 ans de mode et 50 ans de saisonnalité et de collection du jour au lendemain. Donc, il va toujours y avoir la tentation de garder cette notion de je fais mes produits du fall, mes produits du winter. Donc, mais ce sera un attribut secondaire et un attribut qu'on trouvera dans les assortiments pour dire il est assorti pour être plutôt dans cette saison, mais je ne sais pas quand je vais le distribuer. D'ailleurs, une preuve de cela que vous avez peut-être vécu si vous analysez les ventes, je vous rappelle qu'avec le Covid, on a vendu du spring en summer et que pour certains même les ventes étaient encore meilleures. Ça, c'est troublant. Ça a trouvé plus d'un de mes clients et que donc c'est la preuve que ce qui est du summer, du spring, en plus ça va avec le climat qui est de plus en plus lissé avec quelques catastrophes au milieu, on en a vécu encore la semaine dernière, la notion de saison, les météosensibles, on parle maintenant d'ailleurs plus que de saison de météosensibles. Il y a des produits sensibles à la météo, les parapluies, les pardessus, les manteaux, les maillots de bain, puis des produits, on le sait, toutes les collections, les petits tops, les pantalons. Maintenant, il n'y a plus vraiment de saison. Ce sont des offres quasiment désaisonnalisées et consommées toute l'année. En plus, ça va avec l'urbanité des citoyens qui maintenant vivent finalement climatisés pratiquement toute l'année. Deuxième conséquence, et là, c'est plus qu'une conséquence. Alors, en tant que consultant, je suis assez raide parfois avec mes clients. Si vous avez encore dans vos services des gens qui mettent la saison dans le code des produits ou des matières, je dirais avec beaucoup de brutalité, virez-les. C'est la plus mauvaise manière de travailler dans l'environnement moderne. La saison n'existant plus, il est hors de question d'indiquer la saison d'un produit dans sa codification. Et ça, c'est un effet qu'on avait vu venir. Ça fait déjà 10 ans que les produits se désaisonnalisent. Ce n'est pas encore toujours vrai. Alors parfois, par tolérance, on va y revenir, on met la saison de naissance, pourquoi pas, pour dire qu'il est né dans la saison fall 2021, why not. Mais en tout cas, le premier effet dans les systèmes, c'est désaisonnalisation des codifications, ne plus rendre significatifs les codes à partir de la saison. Ça ne veut rien dire. Ce qui a fait exploser le système depuis 10 ans, c'est les reconduits, c'est les permanents. Un produit peut naître saisonnier pour devenir reconduit et ensuite permanent avec tous les problèmes que vous connaissez dans les systèmes, comment on reconduit les stocks, comment on fait des bilans de sell-through, comment on fait des bilans de saison, blablabla. Ce qu'on voit en fait, et l'approche moderne, c'est de dire il y a des référentiels, ces offres produits que je montrais sur la gauche de mon précédent slide, non saisonnalisées, qu'on va croiser avec les events, et c'est dans un module de gestion des assortiments ou des macro-assortiments qu'on va les rattacher aux market events. Market events qui seront datés, puisque la datation, l'intérêt, et on va y venir aussi après, c'est qu'on va revenir aux théories fondamentales des systèmes d'information. Pour ceux qui connaissent le MRP, je rappelle que le MRP cadencé, c'est un MRP qui sait propager des dates avec du rétro-planning pour dire si je veux mon produit en magasin à tel moment, il faudrait que je le produise à tel moment et il faudrait que j'achète les matières à tel moment. Et on va revenir à la notion de datation. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne vois pas les crises comme uniquement des moments de souffrance. C'est aussi une bonne nouvelle, c'est de nous ramener finalement aux fondamentaux des théories de la supply chain que les proctériens connaissaient et qu'on avait essayé via la saison finalement de nier, ou en tout cas de simplifier ce qui était possible dans un monde simple comme celui que je montrais précédemment, mais qui n'est plus possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement sur les dates de naissance, ce qui est intéressant, alors plutôt pour des gros faiseurs, des maisons un peu emblématiques, on en a beaucoup dans le luxe, mais ça peut être vrai dans la grande distrib, la notion de fraîcheur de l'offre et de l'assortiment, ça c'est une notion intéressante qu'on est en train de travailler à partir de la date de naissance, et je dis bien la date, pas la saison, de naissance d'un produit. C'est toujours intéressant de savoir si vos produits, si vous faites vos offres et si vous faites votre chiffre d'affaires avec des, entre guillemets, vieux nanars ou des iconiques, qui peuvent devenir l'iconique de la marque, ou avec des produits de grande fraîcheur. Autre élément sur lequel nous-mêmes travaillons beaucoup, on voit ce que j'appelle une récession des bilans à la saison. La notion de bilan à la saison est devenue infernale, voire impossible. Et je pense que c'est lié à la désaisonnalisation. Aujourd'hui, quand on veut faire des bilans, on travaille plutôt
comme les Proctériens le faisaient, et le font encore, et c'est la bonne méthode. On travaille au produit, on travaille à l'event, on essaie de comprendre pourquoi une vente de produit, peut-être qu'il a été mis en avant sur un site internet, une campagne de pub, un reconduit ou un permanent, et dans ce cas-là, on analyse l'élasticité par rapport aux events dans lesquels il a été placé. Le produit a une élasticité qui est liée, et sa production bien entendu, puisque on va y venir, qui est liée à la manière dont on va le distribuer, dont on va l'implanter une fois sur un site internet, dans une zone, dans un magasin de catégorie A, de catégorie B, etc. Et donc, une des conclusions, et celle-ci, elle est importante, là où habituellement on étiquetait, on stampait, comme disent les informaticiens, les événements transactionnels, un OF, une vente, un achat, etc., avec c'est pour la saison temps, ben on dira c'est de temps à temps. Ce qui va régler d'ailleurs pas mal de problèmes, puisqu'on sait que les saisons d'achat et les saisons de vente, ben, c'est décalé. Ça n'est pas la même chose. Et on va revenir aux notions de datation, ça va devenir un peu plus clair. On fera peut-être plus de bilan à la saison, mais on saura faire des bilans. Et c'est une très bonne nouvelle notamment pour réconcilier les bilans financiers qui sont généralement calendaires et les bilans opérationnels des responsables de collection qui, eux, sont à la saison, qui donc, on le sait, chevauchent à chaque fois un peu de l'année et un peu de l'année N+1. Ces problèmes vont s'effacer. Et évidemment, cette notion de datation, alors désolé pour je crois que vous êtes tous des spécialistes, donc ça ne devrait pas vous choquer, les PLM, les MAP, les MES, les ERP, les OMS, les APS, la notion de datation est en pleine émergence et on a beaucoup de dossiers sur lesquels la saison se remplace progressivement par des notions de date. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. C'est vraiment un changement de paradigme et il y a beaucoup d'opérateurs qui vont avoir du mal à le faire dans les équipes. Il y a aussi une transition sociale et de la conduite du changement, mais c'est ce qui est en train de nous arriver. Alors là, c'est le moment de souffrance, comme pour mes élèves pendant mes cours. Alors, on ne va pas le commenter. Philippe Moravec m'a dit, oh là là, il est un peu raide celui-là. Oui, j'assume. En fait, on va juste essayer de voir ce que ça veut dire. Et vous verrez que c'est ça qui est intéressant, en fait. Et ça fera le lien, effectivement, avec la suite sur l'agile supply chain, qui est le deuxième thème que je voudrais aborder. On a une demande dont vous avez compris qu'elle était très chaotique aujourd'hui, très évolutive. Entre le moment où on vend dans les buying, le moment où on va distribuer dans les magasins ou sur les sites internet, il peut se passer plein de choses. Donc cette demande se retrouve ici. Alors, on retrouve la vieille théorie des systèmes dits de planning, les Anaplanti M1, Aptos et compagnie, Excel bien sûr aussi, et puis les systèmes d'exécution dans lesquels on retrouve notamment notre ami Orly, les systèmes d'exécution et les systèmes transactionnels, ERP, manufacturing principalement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, si la datation va apparaître, elle risque d'apparaître par ici, et c'est ça que j'appelle une très bonne nouvelle. Elle va remonter, donc ici, on va être plutôt dans ce qu'on appelle le DP, le demand planning. Une fois qu'on l'a agrégé, qu'on a fait cohabiter des forecasts sur des permanents, des sales orders, B2B ou B2C, des one-to-one, on va en parler, des ordres personnalisés ou des ordres individualisés, comme on prend dans les previews, des pre-sales, des préventes. Le commerce de la prévente est un vrai domaine aujourd'hui et dans certains secteurs, c'est intéressant puisque ça vous donne des éléments de sell-out au moment du sell-in. Les analystes savent ce que ça veut dire. Et on remonte et on a un plan de production et on remonte du plan de production, on a un plan d'achat matière. Mais ce que vous voyez, c'est que la flèche va dans les deux sens. Pourquoi? Et on va en reparler. Parce que dans notre métier, le vrai patron, c'est le client, mais il y a un deuxième patron qu'on oublie toujours, c'est la matière. La supply chain, et en particulier dans le prêt-à-porter, c'est moins vrai dans les accessoires, c'est la matière qui est le patron. On a la matière ou on ne l'a pas, on est marron ou pas. Je rappelle que le délai moyen d'approvisionnement d'une matière, nous on le suit depuis plus de 20 ans dans le cabinet chez nos clients. Sur une matière textile, donc un tissage, c'est de l'ordre de 10 à 12 semaines en moyenne. Ça peut être moins, mais ça peut être plus. Sur le cuir, on est entre 6 et 8 semaines. Sur une supply chain qui va peut-être faire 20 semaines, on voit que quand c'est 10 ou 12 semaines, c'est quasiment la moitié, voire plus. Donc, la partie matière avec tous les préachats matières, ce qui a sauvé la mode européenne. Moi, j'ai des clients aux États-Unis, des grands clients comme le groupe Tapestry, Coach et autres. Ils n'aiment pas faire des préachats parce que c'est trop risqué. S'ils ne font pas de préachats, ils livrent comme des cochons. Et donc, on voit que ce qu'il y a d'intéressant avec ce moteur au milieu, on va en reparler du MRP, on arrive sur un système tiré-poussé où la datation est l'élément. Et aujourd'hui, et là aussi on en reparlera très vite tout à l'heure, avec l'environnemental qui devient quelque chose d'important, les stocks d'invendus de matière, vous savez qu'on commence à avoir des opérateurs qui font des collections à partir des leftovers, à partir des collections qui restent. Et donc là, on n'est pas dans un système où la demande remonte, on prend les stocks et on se demande ce qu'on va faire. On est sur des systèmes poussés. Et évidemment, la vérité se fait quelque part au milieu entre ce qu'on veut faire, enfin ce qu'on veut faire ou ce que le marché voudrait et ce qu'on peut faire. Et donc,
le retour des moteurs MRP va se faire. C'est une très bonne nouvelle pour des gens comme Orly, comme Cégide. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle parce que les gens ne savent pas bien les manier. Dans les entreprises, le moteur MRP, c'est un peu la boîte noire. Et évidemment, ça va entraîner des conséquences sur les manières d'opérer. Agile Supply Chain, donc deuxième grand domaine. Là aussi, c'est un slide, il va être un peu court, mais on aurait pu faire, moi je fais des séminaires là-dessus en ce moment pour des clients, on peut parler quasiment pendant 2 jours de ce sujet. Je voudrais vous citer quelques leviers principaux sur lesquels qu'on active aujourd'hui. Il y en a un qui est intéressant, celui-là, il doit vous parler. Vous savez que dans les ERP, généralement, on montre le monde de la supply en noir et blanc. Make or buy, fait ou achète. Alors, on sait qu'au milieu des deux, il y a sous-traite. Je n'ai pas mis le modèle licence, c'est encore autre chose. On représente le monde en noir et blanc et vous savez que dès qu'on rentre dans ces domaines, qu'on est plutôt dans le make ou dans celui-là, on change le paradigme. La vérité, c'est que ça n'existe plus ni l'un ni l'autre. Le monde n'est pas en noir et blanc, il est en gris. Et le Covid a été, je ne sais pas si vous l'avez vécu, je sais que certaines maisons l'ont vécu. J'ai vu des produits partir en négoce et finir en sous-traitance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la matière, on ne pouvait plus l'approvisionner, la zone de production s'était fermée, le fournisseur ne pouvait plus approvisionner. Je prends un exemple d'un de mes clients, un grand maroquinier français, production italienne avec des pièces métalliques chinoises, la Chine s'est fermée, plus de pièces métalliques. Et c'était du négoce. Dans ce cas-là, on va passer à un modèle de sous-traitance et un modèle d'achat matière, enfin voilà. Donc, alors ça, évidemment, pour les systèmes, c'est brutal, surtout en cours de campagne de production. Comment on passe d'un make ou d'un buy à un make? Et ça, c'est le premier élément. Je pense que les frontières et le monde noir et blanc qu'on a vécu, et on le vit, va changer profondément. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la question, et elle est centrale aussi, de la BOM, la nomenclature, la BOL, la gamme, le routing. C'est comment on arrive à gérer un modèle hybride entre du négoce, de l'achat de produits finis et des modèles de type sous-traitance ou fabrication interne. Et plus on est agile là-dessus, plus on saura faire de l'agile supply chain. Deuxième élément, alors plutôt réservé à des produits de cycle un peu long, plutôt réservé, j'entends par exemple de la maroquinerie ou de la chaussure qui s'y prêtera plus que le prêt-à-porter femme par exemple, mais l'homme en prêt-à-porter s'y prêterait. Plutôt pour des marques un peu profondes, c'est le multi-sourcing et les lead time différenciés. Alors à nouveau, j'invente rien, moi qui ai bossé, c'est l'avantage d'avoir vécu longtemps dans ce métier, j'ai bossé il y a près de 30 ans à l'époque pour les 3 Suisses quand c'était la grande époque. Je rappelle que le modèle économique, et c'est vrai pour la Redoute encore, c'était de dire les implantations, on les fait en circuit long, production asiatique, blablabla, en négoce, et puis le réapprovisionnement, la réactivité, on l'a fait en circuit court, sur des zones proches. C'est une grande théorie très très simple qui a été dénoncée et mise à mal pendant une vingtaine d'années par le négoce asiatique, où là on a dit non, non, mais tous les œufs dans le même panier, on achète des containers entiers, tant pis pour les leftovers, c'est pas grave, la planète on s'en fout. Et aujourd'hui on revient à ça, se dire les implantations on va peut-être les faire en cycle long à des bons prix, et puis on fera un mix et on essaiera de faire du multi-sourcing. Alors évidemment avec tout le problème de multi-référencement, multi-baume, je ne vous fais pas un dessin, et ça aussi ça va revenir, et ça revient. On revient là où on avait été un peu caricaturaux dans la manière de décrire les données techniques, la nomenclature et la gamme, la baume, la baule. Aujourd'hui, on revient à des approches de multi-sourcing. Autre sujet très à la mode, alors je suis un consultant, on adore les termes auxquels personne ne comprend rien, le DDMRP, le Demand Driven MRP, c'est notre fonds de commerce. Moi j'ai appelé, c'est un peu une usine à gaz, voilà, si on est vraiment un ayatollah du DDMRP, on finit mal sa carrière. C'est ce que j'appelle l'esprit des DMRP, c'est se dire ce qui se passe, que ce soit en sell-in pendant les showrooms ou en sell-out, il faut l'utiliser pour réagir industriellement et, j'insiste, pour réagir aussi sur les appro-matières. Il n'y a pas, vous avez vu le très joli fond d'écran que je vous ai montré, je l'ai choisi à dessein, c'est bien une usine de tissage et j'ai plaisir à être un ingénieur et j'ai plaisir à être un ingénieur textile. Il y en a parmi vous, j'ai un peu sniffé les CV sur LinkedIn. Ne pas oublier que le textile aussi est l'approvisionnement. Alors le textile, le cuir, les pièces métalliques, etc., les fournitures, ça existe et on peut aussi réagir dans ce domaine. Le DDMRP, c'est intéressant et notamment, alors Abal Sell-Through pour ceux qui connaissent, vive la VMH, la vente moyenne hebdo, bien sûr basée sur des problèmes d'écoulement et non plus de Sell-Through qui est le plus mauvais des indicateurs. Autre levier qu'on active en ce moment, tout ce que je vous décris, c'est ce qu'on est en train de faire et pour des marques assez significatives avec des gros volumes. Le cross-trading,
je suis une marque, j'exporte beaucoup en Asie, j'ai un peu de fabrication en Asie. Bon, ça sert à quoi de faire revenir un bateau d'Asie pendant 7 semaines pour le faire repartir une semaine après pour 7 semaines de bateau égale 14 plus 1, 15. Évidemment, le cross-trading. Alors, il y a parmi vous, j'ai vu qu'il y avait des gens de chez Lacoste. Hein. Je pense que Lacoste est un acteur emblématique de cette politique de multilocalisation et de cross-trading qui consiste à dire il faut produire autant que possible. Alors, c'est plutôt là aussi réservé à des gros et à du L12-12, etc. Mais c'est pas idiot de se dire rapprochons-nous des zones de consommation. Alors avec toutes les difficultés induites, hein, je rappelle que le cross-trading, c'est ce qu'on appelle du commerce triangulaire, avec tous les problèmes de facturation, les problèmes douaniers, etc. Mais ce sont des tendances qu'on trouve et plus on a cela, et ceux qui faisaient déjà de l'agile manufacturing, du multi-sourcing, etc., ont mieux résisté à la crise. Pourquoi? Parce que quand un pays se ferme, quand une crise apparaît à un endroit, il y a toujours des backups, il y a toujours des manières de s'en sortir. Ça, c'est, voilà, pour faire simple. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la clé de voûte de tout cela, il y a ceci. C'est de dire, et j'insiste là-dessus, il y a deux choses qui vont mourir, j'en suis certain, je mets mes deux mains à couper. Un, le sell-through. Pour vendre 100, parce qu'il y a les soldes, il faut acheter 120, c'est fini ce temps-là. Dire qu'on va mettre au pilot 20%, alors évidemment, c'est pour les soldes, donc après soldes, on aura peut-être 5-6% de leftover, mais c'est une démarche qui est déraisonnable. La bonne démarche, et c'est celle que les VP6 nous ont indiquée dans les années 80, je m'engage sur le ferme et je fais de la réactivité autant que possible. Alors, est-ce que c'est de la réactivité sur la confection plus la matière? Est-ce que c'est juste la confection et j'ai déjà acheté mes matières? Voilà, c'est là qu'il y a des débats et on revient à l'esprit des DMRP sur la spéculation sur les stocks matières premières. Mais cette manière de travailler les open to buy, comme on les appelle, en disant maintenant il faut arrêter de tout produire tout de suite, il peut y avoir des événements, et je vais dire, je fais une partie, je m'engage pour un 100% d'open to buy, je vais peut-être faire 60, 70, et le reste on verra en fonction justement dans l'esprit des DMRP du sell-out ou du sell-in. Changeons de sujet, je regarde l'heure, voilà, je vais finir à peu près dans les temps. La transparence, sujet génial. Et alors moi, je ne suis pas un homme du storytelling, du greenwashing, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, 1 plus 1, ça fait 2 chez moi. Et toutes ces histoires de greenwashing, ça me gêne un peu. Pourtant, ça nous arrive et ça va nous arriver. Moi, j'ai été consulté il y a 2 ans par L'Oréal, mon ancien employeur, contre toute attente, sur un sujet qu'on appelle les free from. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire free from parabènes, free from aluminium, free from. Aujourd'hui, sous la pression des consommateurs et des apps comme Incy Beauty ou Yuka, les grands proctériens, qui sont pourtant des colosses, hein, mais c'est des colosses au pied d'argile, sont obligés quasiment tous les 6 mois de changer leur formulation. Il suffit qu'un constituant, un ingrédient soit dénoncé comme perturbateur endocrinien, et comme tout le monde scanne ces produits, alors je parle de l'alimentaire et des cosmétiques, pas de base de données comme Open Food Facts ou comme INSEE Database, qui est justement la base sur laquelle ces apps se basent pour savoir ce qu'il y a dans les produits. Nous, c'est plus obscur. Mais le jour où ça va nous arriver, on va être assez mal. Et d'autant que certains acteurs commencent à rendre de plus en plus transparents. Alors, j'ai pris l'exemple d'H&M, qui est, même s'il y a un peu de greenwashing, sont probablement les plus engagés dans la partie grande distri, mass market. Et on va regarder ce que ça veut dire. Alors, pour se faire mal, et nous qui sommes des gens du textile de la production, j'ai juste rappelé le storytelling qu'il y a dans les médias. Ici, un article qui a été alimenté qui dit qu'on est le 2e plus grand pollueur du monde. C'est probablement pas faux, notamment sur les aspects chimiques. Et d'ailleurs, une traduction, c'était il y a une semaine, un article sur le textile dans CNN News, avec cette photo atroce de la Xi'an River à Luoyang. Voilà, elle est juste en aval d'un cluster de fabrication de chimie textile. Voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la matière va revenir au premier plan. Alors, la matière, sa chimie, ses procédés de fabrication. Surtout si vous avez, et vous en avez, j'en suis sûr, des chefs de produits, des développeurs qui sont mauvais en connaissance de matière, amenez-les en formation, envoyez-les à l'IFTH, je ne sais pas quoi, faire lire des livres, mais la phobie sociale, qu'on appelle sociale, donc des consommateurs, sur les ingrédients, est un truc extrêmement puissant. Je vous dis, les colosses des cosmétiques et de l'alimentaire le subissent de plein fouet et on va le subir. Et puis, ça me permet de redire ce que j'ai dit avant. N'oublions jamais que là où on croit que l'habillement, la mode, c'est la confection, en réalité, d'un point de vue supply chain amont, la mode, c'est le textile. C'est le tissage, c'est la filature, c'est les élevages, c'est l'agriculture. C'est 40 à 70% de la valeur ajoutée, c'est 40 à 60% du lead time global. La vérité de la vérité se trouve dans les matières. Et en plus, avec tous les problèmes, on va en parler juste après, de barrières non tarifaires,
les GOTS, les REACH, tous les problèmes d'agrément pour entrer pour les exportateurs sur une zone commerciale, il va falloir que le niveau augmente et donc on retourne. Il y a en ce moment énormément de dossiers autour des Bill of Material, les BOM, les nomenclatures, et sur leur qualité. Et je peux vous dire que c'est super difficile de faire travailler des développeurs sur ces sujets, ça les barbe. Ils préfèrent Excel. Alors, c'est plus dans les PLM pour démarrer et ensuite dans les ERP. Et puis, la traçabilité des lots, hein, on va y revenir. Ça aussi, on l'avait oublié. Là où, quand j'ai commencé ma carrière, tout producteur, quand il voulait faire des ensembles, des hauts et des bas, pour assurer la conformité tinctoriale, savait tracer des lots. Plus personne ne sait le faire. Et on y revient. On a beaucoup de dossiers dans ce domaine. Justement, dans la transparence, nous, on appelle ça le go-to-market des data. On l'a divisé finalement, ça aussi c'est une présentation qu'on a faite l'année dernière dans le Fashion Reboot de l'IFM, sur cette problématique de transparence back-office vers ce qu'on appelle le go-to-market des data que réclament les consommateurs. Grosso modo, on a 4 grands canaux de go-to-market des data. Alors avec le front des marques et le back, hein, sachant, on va le voir que tout est un peu enfoui dans le back. La com direct, les PLV, les étiquetages, le e-commerce, la pub, tout ce qu'on veut. Il y a les gouvernements, les institutions, les douanes. Ne les oubliez jamais, pour passer les frontières, ça compte. Et puis maintenant, il y a des coalitions, des lobbies. Le IG, le SAC, pour ceux qui connaissent, des labels, le GOTS, le Cotex, les labels sociaux, SA 8000, Amphori, le BPI, etc. Et puis maintenant, les nouveaux entrants, c'est même les derniers entrées qui font parfois le plus mal, les réseaux sociaux et les apps, Clear Fashion, INSEE, Yuka, Good On You, etc., etc. Le problème qu'on va avoir, ça va être de publier des informations. Alors, beaucoup disent non, c'est ma cuisine, je suis le seul à dire où je produis, ils n'ont pas à le savoir, etc. Il y aura effectivement des problèmes de lignes un peu bizarres entre la transparence et la confidentialité, mais on va y passer. Alors, on va y passer comment? Aujourd'hui, on y passera, et je pense en priorité par les ingrédients. Ce n'est pas le plus difficile. Le bilan social. Avez-vous des bilans SA 8000 faits par qui, quand sur vos sites? Les origines, d'où ça vient? Et puis à plus long terme, le bilan carbone, ça viendra. Je voudrais vous montrer les systèmes contributeurs de ça. Le truc, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de données disponibles, mais elles sont complètement éclatées dans ces 4 grands volets qui sont ingrédients, bilan social, origine et carbone, dans plein de systèmes, les PIM, les MES, les ERP, les TMS pour le transport, un bout dans la blockchain de plus en plus. Enfin, comment on va les publier? Alors, Orly, je l'ai mis un peu au milieu de ce débat. Voilà ce qui va se passer. Et je ne suis pas loin d'y mettre mes mains coupées, on le voyait venir. C'est qu'en fait, là où les systèmes, alors qu'ils soient ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire vous avez les serveurs chez vous, ou cloud, SaaS, Philippe me disait combien le SaaS se développe vite chez Cegid en ce moment, et ça ne me surprend pas, mais en tout cas des applications propriétaires dont vous êtes les opérants en première ligne. Alors j'ai mis les principales, on pourra en mettre d'autres, les PLM bien sûr pour la phase naissante, les ERP MES, on trouve plutôt Orly dans cette partie-là, les WMS, et oui, la partie entreposage, les TMS, très important, les OMS sur la partie distribution. En phase 2, on va avoir de plus en plus ça. On va avoir des tiers de confiance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à regarder. Je sais que dans le sport, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de chez Millet Lafuma, je crois que c'est pratiqué, les Hig Tools du SAC, qui vous permettent de savoir quel sera le rating. Si un jour, quelqu'un comme Walmart, qui l'avait annoncé en avril, heureusement pour nous avec le Covid, ils ne l'ont pas imposé, ils avaient annoncé qu'à partir d'avril 20, dans les magasins Walmart aux États-Unis, aucun produit plus mal coté, alors je ne sais plus si c'était C ou quoi, sur l'échelle de Hig, ne serait plus accepté dans les rayons. Je sais que des distributeurs, des grands magasins très influents en France, ils réfléchissent en 2021 pour imposer à toutes les marques de n'avoir plus que des produits, alors sur le barème de Hig ou sur d'autres, plus mal coté qu'eux. Donc comment on va faire intermédier, notamment ces 2 grands acteurs qui sont les PLM et les ERP, avec ces outils, si maintenant il faut mettre des scores, un peu comme le Nutri-Score sur les produits. On retrouve, pour ceux qui connaissent les intermédiaires documentaires des douanes, entre guillemets, Amber Road avec leur nouveau système E2Open qui a été rebaptisé, l'IPCIS pour la traçabilité à base de puces radio, tout ce qui est mobile apps, alors je les ai évoqués, Yuka, INSEE, Clear Fashion, etc. De nouveaux opérateurs, alors nous on le regarde, c'est pas forcément eux qui vont emporter le marché, mais c'est leur philosophie qui est intéressante, qui ont des systèmes de production, des systèmes d'information type Tekin, et puis bien sûr les acteurs de fulfillment, je pense à Farfetch, ça peut être des jours, ça peut être des Amazon, ne pas les oublier. Qu'est-ce qu'il va y avoir en fait et comment ça se configure aujourd'hui? Et là aussi, c'est et Orly, comme les autres, ne va pas être indemne. D'abord,
Il faut agréger ces données, puisqu'elles sont distribuées dans les systèmes. Il faut les agréger, donc il faut une couche d'agrégation. Et puis, il faut les publier. Et les publier de manière semi-transparente. Il ne s'agit pas d'ouvrir à cœur ouvert le corps des entreprises. Il faut le faire progressivement. Ben, les PIM et les DAM peuvent être des bons candidats, d'autant plus que ce vers quoi on va, c'est les connecteurs. Alors là, c'est un peu techos, hein, j'ai vu qu'il y avait quelques geeks parmi nous. Les connecteurs, les API, les web services. Pour ceux qui connaissent Amazon Web Services, on est sur les mêmes natures de technologies qui permettent à des systèmes internes et des systèmes de tiers de confiance, de couches comme ça qui vont travailler un peu pour toutes les entreprises, de se connecter. Moi, je fais un pari, on se revoit dans 10 ans, alors hélas, je serai à la retraite, mais je pense que les marketplaces vont être remplacés par des supply places qui sont un peu comme des opérateurs Amazon. Alors, il y en aura peut-être plus que Amazon, hein. Il ne faudrait pas que le monde termine avec un seul opérateur, vive la diversité, mais en tout cas, on va vers une philosophie à la marketplace pour la production et la supply chain. Et la traçabilité, bien entendu, qui va derrière. Je voulais, et je vais bientôt terminer, je suis à peu près dans les temps, terminer avec ça, enfin, j'ai encore 2 slides. Transparence et storytelling, le problème, c'est qu'on subit trop souvent ces problématiques-là. C'est-à-dire que les entreprises, en fait, disent « Oh là là, ils sont méchants, il faut tout dire aux consommateurs, les douaniers sont des vilains, etc. » Je pense qu'il faut renverser la vapeur. Et j'ai quelques exemples qui prouvent qu'on peut faire du storytelling avec de la data de back-office. Moi, je pense à aquarelle.com. Il y a 15 ans, ça m'avait frappé. J'avais offert un bouquet. Alors, vous connaissez peut-être Aquarelle, vente de fleurs sur Internet. Et à l'époque, vous m'entendez, il y a 15 ans, ils avaient compris que leur commerce est triangulaire. C'est-à-dire, quand on vend un bouquet de fleurs, c'est rarement pour l'avoir soi-même, c'est toujours à des tiers, la Saint-Valentin, un anniversaire, une naissance, etc. Et donc, c'est configuré. C'est des produits, vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dans leurs fleurs, même s'il y a des photos type, on ne sait pas ce qu'on a envoyé. Et ils avaient installé une petite paluche type web au-dessus du poste de l'opérateur. Et quand ils confirmaient l'avis d'expédition, donc vous receviez un mail, ils vous envoyaient la photo de ce qui était parti. Ce qui permet, quand la personne vous dit « Oh là là, c'est trop gentil, j'ai eu un très beau bouquet », vous lui dites « Oui, tu as vu qu'il y avait des belles fleurs, voilà, blablabla ». Je voudrais reciter également l'exemple d'H&M qui, pour moi, a pris un petit peu d'avance. D'ailleurs, vous irez voir maintenant, c'est de plus en plus systématique. Ils parlent des matières, ils racontent les histoires des matières. Ce n'est pas juste dire « il y a 5%, comme c'est le cas d'Elastagne », il y a une histoire derrière et il y a un projet de dire « on va les remplacer, mais on ne peut pas parce qu'industriellement, blablabla ». Et puis, voilà le multisourcing. On commence à dire où c'est fait. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas encore une traçabilité unitaire. On sait que ça peut venir du Bangladesh ou du Kenya. Et avec les puces radio et les QR codes. Et d'ailleurs, voilà une chose qu'il faut regarder. Elle a 2 jours d'existence, hein, pour ceux qui peuvent le voir. Il faut rendre hommage à Laurent Melchior de ce qu'il a fait sur Etam Lingerie et Undies, sur lequel, si vous allez voir et vous flashez les QR codes chez Undies ou chez Etam Lingerie, vous verrez un petit film apparaître du site où ça a été fabriqué et plein d'informations sur le produit. C'est ce vers quoi on va. Et évidemment, ces informations viendront des systèmes comme Orly, des systèmes de back-office. Je voudrais terminer avec cette très belle paire de baskets. Alors, ceux qui ont un œil aguerri, qui ont mis l'image en grand, auront vu, ce n'est pas un travail Photoshop, hein, vous voyez bien que c'est mes baskets, il y a mon nom dessus. J'ai fait la belle basket Made in France sur Nike by You, pour ceux qui connaissent. Et on est en train, avec la virtualisation, c'est un des rares effets, puisque là, je parle de virtualisation dans un contexte déjà particulier qui est la personnalisation. Donc Nike by You, probablement aujourd'hui le premier acteur mondial en volume de la personnalisation. C'est juste extraordinaire. D'ailleurs, tiens, je vais vous prouver que ce n'est pas du Photoshop. Si mon réseau fonctionne, on va y aller directement. Voilà. Donc c'est la KD13 que j'aime bien. Voilà, elle est assez jolie. Et il va rappeler ma configuration. Là, voilà. Et bien entendu, je vais pouvoir aller la repersonnaliser puisqu'il a gardé la trace, la nomenclature notamment configurée du produit. Alors là, j'ai peut-être des problèmes de débit, ça devrait apparaître, j'espère. Voilà. Bon, je ne vais pas y passer des heures, mais pour ceux qui peuvent le voir, ouais, j'ai un petit problème de réseau avec la caméra et le reste. Mais en tout cas, la configuration et la virtualisation va arriver. Hop, là voilà, donc vous voyez, hop, je vais aller changer tout de suite. Et voilà, c'est configuré. Ce n'est pas du Photoshop, c'est bien un configurateur en ligne. Pourquoi je vous dis ça? À cause de ça. Et travaillant pour des marques qui sont en train de développer des projets de configuration, les produits comme Orly ne seront pas indemnes. D'abord, ça veut dire qu'il faut une gestion dynamique des baumes et des bols. Alors, ceux qui sont, comme moi, un petit peu vieux, connaissent l'expression des configurateurs. C'est quelque chose qu'on a dans le monde des ERP, qui n'était pas évidemment front-end avec le consommateur, puisque maintenant les configurateurs sont sur les sites Internet, un peu comme on fait une Mini, comme on fait une paire de baskets chez Nike. Mais ça veut dire que dans les systèmes de type Orly, on va récupérer des nomenclatures configurables, des gammes configurables. De
De la même manière, on va intégrer de plus en plus des OFOA unitaires qu'on va être obligé de faire cohabiter, peut-être sérialiser d'ailleurs, avec un numéro d'ID, peut-être un IPC d'un serial ID venu d'une puce radio, qu'on va traquer de la production jusqu'à la distribution au end-user. Ça aussi, ça va nous arriver. La virtualisation et la configuration vont refaire venir en avant les configurateurs et les problématiques de configuration et de production unitaire. Voilà les grands axes dont je voulais vous parler au pas de charge. J'ai terminé 7 minutes un peu plus tard. Voilà ce qui me fait dire en tout cas que ceux qui maîtrisent, pour maîtriser ce que je vous ai montré et qui est à l'œuvre aujourd'hui, il y a intérêt à bien savoir ce qu'il y a derrière l'industrie. Merci.